Bonjour à tous, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, sur YouTube et puis on est ici au parc des expositions de l'Annester pour ce deuxième forum des accessibles. Parmi les 24 lauréats du programme France 2030 Territoire d'innovation, le projet Handicap Innovation Territoire s'empare du handicap pour en faire un levier d'innovation sociale. Bonjour Fabrice Velli. Je vous en prie, prenez votre micro. Alors l'idée, c'est d'en faire un levier d'innovation sociale, organisationnelle, technologique, afin d'assurer à la fois un haut niveau de participation de toutes ces personnes en situation de handicap, et puis de bâtir aussi un écosystème durable dans le domaine du handicap. Objectif inédit en France, miser sur l'innovation comme moteur d'inclusion, en encourageant la créativité et l'engagement d'un réseau de plus de 120 acteurs. In fine, l'agglomération lorientaise souhaite se placer comme modèle, comme référentiel en matière d'accessibilité universelle, un territoire finalement où chacun, indépendamment de ses capacités, peut s'impliquer et participer pleinement à la vie locale et citoyenne. Ce modèle de territoire handi accueillant est expérimenté en Bretagne pendant une période de 8 ans. Ça a commencé en 2020 jusqu'en 2027 avec des répercussions nationales. C'est en tout cas ce sur quoi vous travaillez à travers la dissémination de ces innovations à différentes échelles territoriales. Pourquoi, Fabrice Velli, ce choix d'implication? Je rappelle que vous êtes le vice-président de Lorient Agglomération, chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors ce choix, il s'est fait il est quasiment, je ne vais pas dire naturel, mais presque, puisqu'il est issu d'un terreau, d'un territoire qui était déjà prédisposé sur plusieurs éléments à pouvoir se positionner sur ce genre de thématique. Il y avait d'abord, depuis plus de 15 ans, une commission intercommunale d'accessibilité qui rassemble, qui était gérée par Lorient Agglomération, donc au nom des communes et avec les communes pour essayer de favoriser justement l'accessibilité des espaces publics au sein des 25 communes. Donc c'était un travail qui avait déjà été engagé depuis de nombreuses années et qui avait déjà rendu un certain nombre d'automatismes assez évidents en termes de dialogue, de discussion, de progrès en termes d'accessibilité justement. Donc c'était une sensibilisation que les élus avaient déjà reçue depuis de longues années. Donc c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les services de l'agglomération aussi, donc au titre de leurs compétences, avaient déjà assuré déjà une compétence en termes d'accessibilité et d'information géographique, donc avec une mission qui était déjà portée par l'agglomération. Donc c'était déjà un élément aussi, une brique supplémentaire dans le dispositif qui pouvait être amené de répondre. Et puis aussi, bien sûr, il y avait la présence depuis plus de 100 ans du centre de rééducation de Carpap, qui est un élément moteur du territoire et qui rayonne à l'échelle nationale, européenne, voire un peu plus encore, et qui identifie le territoire comme déjà très en pointe sur le domaine de l'inclusion parce qu'en fait, ce qui est la particularité de Carpap, c'est pas un simple centre de rééducation, c'est aussi un établissement qui axe beaucoup de ses politiques autour de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc des élus qui étaient déjà sensibilisés à toutes ces thématiques, des services de l'agglo qui fonctionnaient et qui avaient déjà des compétences, un centre de rééducation qui était présent donc sur le territoire et qui était bien connu, bien identifié aussi de la population. Et c'est ça ici, c'est ce genre d'éléments qui permettent, au moment où des appels à projets se présentent, de se dire comment on y répond, qu'est-ce qu'on propose de différent des autres territoires. Ouais, ce que vous nous expliquez, c'est que typiquement, le territoire historiquement était déjà engagé avant de répondre à cet appel à projet. Tout à fait, et d'ailleurs il est engagé et ça fait partie de l'histoire et des forces du territoire. C'est que lorsque le projet a été engagé donc, à la fin des années 2010, parce que c'est un processus assez long, ça a démarré en 2020, il y a eu une alternance politique en 2020, la question s'est pas posée de dire on va tout faire comme différemment de ce qui a été fait avant. Au contraire, c'était typiquement ce genre de projets qui sont transpartisans et qui, indépendamment des majorités qui peuvent se changer, c'est porté par les élus, quels qu'ils soient, parce que c'est des sujets qui sont essentiels au service de la population. Donc c'était bien naturel que l'agglomération porte ce projet au titre des compétences autour de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Alors vous le dites, dans le cadre d'un appel à projet, territoire d'innovation? Oui, alors ça, donc c'était, il y avait un appel un appel à projet donc national. Ouais. Il y a eu 24 lauréats qui ont été donc retenus dans le cadre des plans, des territoires d'innovation, des plans de relance, d'investissement d'avenir, des PIA. Et donc parmi les 24 projets, l'agglomération, le HIT, le Handicap Innovation Territoire, était le seul sur le thème du handicap. Ils étaient 3 sur le domaine de la santé, mais le handicap était le seul, le projet porté par l'agglo était le seul projet autour du handicap, donc ça montre bien aussi la spécificité
Et on n'a pas répondu, l'agglo n'a pas répondu sur des innovations industrielles ou technologiques, comme peut-être d'autres territoires l'ont fait. On était vraiment sur de l'innovation, non pas seulement technique, mais aussi sociale et sociétale. Derrière cet appel à projet, pour y répondre, il y a eu 3 cofondateurs finalement du Donc, projet que vous avez effectivement, présenté. bon, bien sûr, il y a Lorient Agglomération qui est chef de file. J'ai parlé tout à l'heure du centre de rééducation de Carpap. Et aussi le troisième on va dire, cheville ouvrière du projet, c'était Biotech Santé Bretagne, qui était depuis le début dans ce projet et qui est à l'échelle bretonne, donc est un expert aussi en termes de connaissances et d'innovation et de recherche. Donc c'était bien naturel que à la fois un territoire, un établissement de soins et une structure experte dans le domaine du handicap et de la santé en général puissent s'allier et travailler sur ce projet et pouvoir porter un projet commun à l'échelle de l'agglomération. Pour développer ce projet, justement, quel levier vous aviez et quel levier vous avez toujours? Quel levier de développement? Alors les leviers, d'abord c'est des financements, hein, parce que là tout à l'heure on disait effectivement un projet sur 8 années, donc ce qui est très long, hein, sur des appels à projets comme ça, c'est vrai que ça donne le temps de modifier, de porter des projets qui vont profondément changer les choses, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un projet qui va durer 2-3 ans. Ouais. On est sur 8 années, donc ça laisse le temps de préparer les projets, de poser de vraies bases, de s'installer, d'évaluer, parce qu'il y a aussi l'évaluation qui fait partie qui est vraiment la cheville aussi, hein, qui est très important dans ce genre de projet, parce qu'il y a 14 millions d'euros d'investissement, évidemment que l'État lui demande des comptes et cherche à évaluer la pertinence des fonds qui ont été employés et mis à disposition des agglomérations pour justement transformer et répondre aux objectifs qui étaient fixés au départ. Donc la partie évaluation est importante, et c'est vrai qu'une évaluation, si vous portez des projets et vous avez 2-3 ans pour les faire, l'évaluation vous la faites à chaud, donc il n'y a pas d'intérêt vraiment. Là c'est une évaluation sur la durée totale du projet, et c'est ça aussi qui fait la force de ce genre de projet et d'appel à projet. Vous travaillez sur quel domaine précisément? Quels sont les axes de travail pour développer HIT? Alors la particularité c'est que c'est tout azimut en fait, puisque le projet... C'est 360 finalement. Ouais, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on est sur les thématiques de l'inclusion, mais tout à l'heure je vous parlais de la commission intercommunale d'accessibilité qui était plutôt sur l'accessibilité des équipements publics, des espaces publics. Là on parle de logement, on parle de formation, on parle d'emploi, on parle des établissements de soins. Enfin, on essaye de balayer tous les moments de la vie et de travailler sur l'inclusion à tous ces moments-là, parce que justement l'objectif il n'est pas simplement de régler les problèmes d'accessibilité dans les locaux que les communes peuvent gérer ou les agglos, mais c'est bien, on travaille sur le logement, c'est un élément fondamental, c'est une des difficultés d'accessibilité et d'inclusion, donc ça fait partie des axes majeurs. Il y a beaucoup d'actions qui sont liées au logement et à essayer de rendre cette question de logement, qui est gérée par les agglos en particulier, plus accessible. Et pour finir cette introduction tous les deux, vous avez 2 grands objectifs. Le premier c'est expérimenter, le deuxième c'est développer. Ouais, alors c'est vrai que quand on parle de programme d'investissement d'avenir, c'est pas juste quelque part dépenser de l'argent pour faire des expérimentations et des choses qui vont peut-être rendre les choses mieux, mais il faut que ça dure, il faut que ça s'inscrive. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'évaluation, et là l'objectif de ce genre de projet, c'est aussi de générer du développement économique. C'est-à-dire que derrière le handicap, c'était la notion de handicap empowerment, c'était de faire du handicap une force et un vecteur de développement économique, puisque on en parlera tout à l'heure, mais par exemple il y a le Cowork It qui a été créé et qui lui est une entreprise qui a vocation à créer de la richesse sur le territoire, sur la thématique du handicap, et on est bien dans le cœur des programmes d'investissement d'avenir, c'est-à-dire qu'on investit pour développer, créer des emplois, créer des connaissances, et là aussi ce qu'on peut faire de bien à Lorient, agglomération, c'est aussi de le diffuser sur l'ensemble du territoire et voir à l'international, puisqu'on a des amis québécois, tout à l'heure je vois François, qui sont venus aussi voir un peu ce qu'on fait. Eux ils font des choses formidables, donc c'est tout ça, c'est ces échanges, c'est la dissémination qui est aussi un élément fort de l'investissement d'avenir. On échange, on expérimente et on progresse. Vous montriez François, on va justement aller les rejoindre, Fabrice Velli. Je vous en prie, installez-vous où il y a la tablette et je vais pouvoir vous présenter. Prenez vos micros, je vous en prie. François Routier, juste à côté de vous, à votre gauche, Fabrice Velli, vous êtes chercheur québécois au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Pour l'instant, tout va bien. Bonjour François, je vous en prie, prenez votre micro. À côté de vous, c'est Céline Laflute, chef de projet Handicap Innovation Territoire local de l'Étape à Lorient Agglomération. Bonjour Céline. Bonjour.
Et puis à côté de vous, Willy Allègre, directeur technique de Coworkit dont vous venez de parler et ingénieur lab au CMRF de Carpap. Qu'est-ce que c'est le CMRF? Alors, pour faire plus simple, bonjour. Bonjour. C'est le centre de rééducation de Carpap. Mais voilà. Ouais. Je vais faire la guerre aux acronymes toute la journée. Ça va être ma mission. Céline Acquiesce, tout va bien. Céline, justement, on vient de présenter avec Fabrice Velli les grands axes de travail, la façon dont vous allez développer ces sujets. Maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre. Comment fonctionne cette mise en œuvre opérationnelle? Parce que c'est votre métier pour le coup. Effectivement, donc pour adresser autant de sujets sur le parcours de vie de la personne en situation de handicap, on est sur un projet forcément global et pluridisciplinaire. Et ben, la première tâche, ça a été, à partir des cofondateurs, d'élargir le cercle des partenaires et de structurer un groupe de partenaires. Alors un consortium, un mot voilà, un petit peu jargonnant, en tout cas un groupe un peu constitué de partenaires donc qui sont une petite quarantaine qui justement touchent les différents domaines du parcours de vie de la personne en situation de handicap. Donc forcément le projet HIT, de par l'ampleur du sujet, a demandé de réunir toutes ces compétences et d'essayer de travailler main dans la main avec ces différents partenaires. HIT, handicap, innovation, territoire, 37 partenaires autour de vous, c'est ça? C'est ça. On trouve des établissements de soins, dont le centre de Carpap, on trouve des entreprises, on trouve des chercheurs, des acteurs de la formation, on trouve aussi des représentants d'usagers, évidemment, ça c'est essentiel dans le projet. Et puis on trouve des institutions et des associations, donc on a vraiment une palette assez diversifiée de partenaires pour répondre aux différents enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et en même temps, il vous en faut des partenaires parce que vous avez un certain nombre de projets et d'opérations concrètes à lancer. Oui, du coup, le projet compte 58 opérations concrètes. Donc c'est vraiment un projet assez conséquent. Il fallait bien 8 ans pour développer tout ça. Et puis traiter des thématiques. On a évoqué l'habitat, on traite aussi de la mobilité, de l'emploi et de la formation, de l'accès aux soins. Et j'espère ne pas en oublier. En tout cas, on est sur des thématiques assez variées. Des thématiques, on le disait avec Fabrice Velli, 360 finalement. On est vraiment dans ce genre de représentation. L'équipe pluridisciplinaire, vous en avez parlé également. Et puis du coup, il y a une coopération aussi avec des territoires. Oui. Sur l'équipe pluridisciplinaire, je voudrais quand même en profiter pour citer, qui ne sont pas autour de table ici, mais qui sont aussi très investis dans le portage du projet, l'IMT Atlantique, école d'ingénieurs qui est sur le Grand Ouest, l'Université Bretagne Sud aussi, qui est sur le territoire et qui est très impliquée, et puis les autres partenaires, ils sont autour de la table, ainsi que Biotech Santé Bretagne. Voilà. C'est avec eux que vous faites vivre justement tous ces projets et toutes ces innovations. Il y a aussi une implication finalement des usagers, de leurs représentants. C'est important quand on monte ce genre de projet. Tout à fait. Dès l'écriture du projet, parce que le projet a mis 3 ans à se construire avant de se mettre en œuvre, les usagers, à travers les associations représentant les différentes familles de handicap, étaient à nos côtés et du coup ont pu aussi donner leurs sentiments sur les besoins à leur endroit, dans une logique vraiment de parcours individuel de personnes, que ce soit des handicaps visuels, des handicaps auditifs, des déficiences intellectuelles, de l'autisme, des troubles psychiques ou du handicap moteur. On a pu entendre dès le début, avant même de définir les actions, quels étaient les besoins principaux des personnes. Et du coup, ces associations sont pleinement intégrées dans le projet. Elles sont très présentes d'ailleurs sur le forum et elles sont dans la gouvernance également du projet HIT. Alors on parle de beaucoup de projets, beaucoup de monde autour de la table, mais pour faire vivre tout ça, il faut un budget. Un vrai budget conséquent. Tout à fait. On est content en plus d'accueillir sur le salon notre financeur, l'un des cofinanceurs importants du projet, donc les services de l'État et la Banque des territoires, donc qui sont derrière le programme national territoire d'innovation. La région Bretagne est également un cofinanceur important et on est sur un budget global de 14 millions d'euros sur les 8 ans, avec une participation importante de l'agglomération, mais aussi de l'ensemble des partenaires du consortium qui mettent tous dans le pot commun pour que les actions puissent se mener. On a commencé en 2020, on est en 2024, fin 2024, on est presque à la moitié du coup. Quel est le point d'avancement ?
Eh ben, on a à peu près clôturé une petite moitié des 58 actions. Donc ça tombe bien, on est à un peu plus de la moitié du projet. Donc Bien joué, on est dans les temps. On a pu pour l'instant toucher un peu plus de 59 000 bénéficiaires sur les actions. Donc ça paraît beaucoup. Il y a bien sûr des personnes en situation de handicap en premier lieu, mais pas que. Il y a aussi des professionnels du handicap. Il y a aussi des aidants et puis voilà, la population dans son ensemble qui peut être touchée par certaines innovations, parce que souvent quand on travaille pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, on facilite aussi le quotidien de tout un chacun, et puis on travaille sur le regard porté sur le handicap également. Ça fera partie justement des sujets tout à l'heure, de se rendre compte qu'en fait quand on travaille pour des handicaps pérennes, on se rend compte que finalement ça aide tout le monde, puisque ponctuellement, tout au cours de la vie, on va avoir besoin d'équipements adaptés, on va avoir besoin de moyens qui sont réfléchis de manière universelle. C'est vraiment un mot qui vous tient à cœur aussi, le côté universel, en parallèle de l'inclusivité. Tout à fait, et c'est aussi c'est ce qui montre qu'on ne s'adresse pas qu'à une toute petite partie de la population, ce qui est souvent le prétexte pour se dire bon, on fera si on peut, si on a les moyens, si on a le temps. C'est aussi de montrer que voilà, effectivement le handicap facilite le quotidien de tout le monde, et puis qu'on peut tous avoir, en tout cas plus de la moitié de la population peut avoir une personne avec un handicap dans son entourage, et on peut être touché au cours de sa vie aussi par le sujet. Vous êtes donc satisfaite, j'imagine, de cette dynamique HIT ? Plutôt, et puis en plus sur un jour comme aujourd'hui, on est super content d'être, on va dire, au cœur du réacteur avec tous les partenaires, et puis rencontrer le public aussi et pouvoir présenter les travaux, donc complètement. À côté de vous, c'est Willy Allègre, on le disait, du coup vous êtes au centre de réadaptation fonctionnelle de CARPAP. C'est l'un des établissements de soins cofondateurs du coup de cette dynamique, de ce projet HIT. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est mené quand on est venu frapper à la porte finalement de CARPAP ? Alors oui, si je reprends l'historique, effectivement, le projet HIT est né d'une certaine manière aussi de la trajectoire d'innovation recherche du centre, avec cette dynamique d'aller chercher des appels à projets pour développer des nouvelles innovations, etc. Et donc main dans la main avec Lorient Agglomération et Biotech Santé Bretagne d'aller viser cette notion de territoire inclusif. C'était naturel finalement. Ouais. Voilà, complètement. Quand je dis CARPAP, on aime bien dire que dans son ADN, l'innovation et la recherche y est inscrit. Ça fait des années qu'on travaille sur différents champs de la réadaptation, de la rééducation, à la fois sur le volet innovation, sur le volet recherche et recherche clinique aussi en particulier, produire de nouvelles connaissances. Et tout ça dans un objectif d'améliorer les pratiques professionnelles pour mieux accompagner les patients qui sont inclus dans ce centre-là. Peut-être en quelques chiffres, CARPAP, on le voit là avec une vue aérienne, mais sur le parc d'une trentaine d'hectares, on accueille 400 à 500 patients par jour, enfants, adultes confondus. On est plus de 700 professionnels sur le site. Et donc en tant que centre de rééducation, on va dire de grande taille, en France, on a quelques particularités, l'innovation et la recherche, ça en fait partie. Donc, clairement, on était déjà dans cet ADN-là. C'était naturel d'aller vous chercher, quoi, finalement. Complètement. L'impact du coup du projet HIT au sein de dans vos murs finalement, quel est-il ? Il est déjà en termes de dynamique interne, ça permet de fédérer sur un projet de territoire, ça permet de faire du lien entre le travail des professionnels dans l'établissement et à l'extérieur, dans la cité. Donc ça c'est vraiment important, c'est un travail qui était déjà initié avant le projet HIT mais qui s'est intensifié encore plus, avec beaucoup plus de collaboration avec les services de Lorient Agglomération. Et c'est au profit de l'accompagnement des personnes sur notre territoire. Si je peux me permettre, en termes d'impact, je pense aussi beaucoup à la collaboration avec le Québec. Si je reviens aussi sur l'histoire de création du projet HIT, on s'est fortement inspiré de l'expérience de nos amis québécois, notamment du programme qui s'appelle Participation sociale à la ville inclusive. J'ai mis tout dans le bon ordre, ça va. Voilà, avec cette idée, en fait, si je dois prendre un ingrédient clé pour faire notre propre recette de territoire inclusif, une notion qui a été enclenchée bien avant au Québec, avant qu'on initie ce projet-là en France en tout cas, ça serait peut-être la notion de l'ingrédient de co-construction. Pour moi, ce qui est emblématique dans le projet-là, et on en mesure l'impact aujourd'hui, c'est le fait d'avoir réussi à décloisonner le champ des différents acteurs du handicap sur un territoire, de mettre autour de la table les associations, établissements, les institutionnels, évidemment les usagers en premier lieu, et puis tu en as parlé Céline, au-delà même des personnes en situation de handicap, aidants familiaux, professionnels. Je retirais en tout cas de l'expérience de PSVI du programme québécois.
Et un terme qui permet d'illustrer tout ça, alors vous allez voir que mon anglais est à peu près aussi bon que ma lecture des acronymes, c'est le Handicap Empowerment. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse exacte. Je peux vous donner une approximation de ça. L'idée, en tout cas, c'est on est autour de la participation la plus haute possible des personnes. Handicap, vous voyez, empowerment, c'est le mix des deux. Ça doit pas être vu comme une injonction, mais plutôt comme une possibilité offerte aux personnes en situation de handicap et au-delà même d'offerte, co-construite avec ces personnes. Et ça, c'est vraiment très très important. Cette notion-là de participation, elle est forte dans un établissement de santé. On parle souvent de patients experts, patients partenaires. Ce sera aussi l'un des sujets de la journée, bien sûr. Oui, complètement. Dans un centre de rééducation comme le nôtre, on essaye d'impliquer les personnes au plus haut niveau possible de participation dans leur processus de rééducation, réadaptation. Ce concept-là, il se retrouve finalement dans tout le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Quand on prend le champ de la cité, on comprend bien l'intérêt de participer et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre du projet HIT, à la construction des projets, à leur définition dès le début, à la construction des 58 actions, du projet de manière générale, du projet HIT, à l'implication dans la gouvernance. Je m'implique dans le comité des usagers, dans la commission intercommunale d'accessibilité, etc. Voilà des déclinaisons en fait finalement de ce concept d'handicap empowerment pour lequel aujourd'hui je pense qu'on peut être fier de voir les résultats en termes d'impact au vu du nombre de bénéficiaires des actions qui sont en cours et qui sont présentées pour un grand nombre au forum aujourd'hui. Dans le hall juste à côté, exactement, mais aussi des personnes qui ont été impliquées dans cette démarche et ça c'est un indicateur qui nous semble très important aussi dans le cadre du projet. Quand on parlait de handicap empowerment, François Routier acquiesçait. François Routier, je rappelle votre titre, vous êtes au CIRIS, chercheur québécois, c'est quoi le CIRIS? Le CIRIS, c'est un centre de recherche en réadaptation, intégration sociale, dans un établissement similaire à CARPAP, l'Institut de réadaptation. On est quelques 75 chercheurs de disciplines très variées, allant des sciences biomédicales, physiothérapie, ergothérapie, audiologie, jusqu'à l'anthropologie, sciences infirmières, ingénierie. Donc, on est très interdisciplinaire. On touche à tous les domaines. Ouais. Je vous laisse rapprocher votre micro, du coup, pour qu'on vous entende mieux. On travaille beaucoup avec la communauté également, avec l'industrie. Et on a une équipe qui s'appelle Participation sociale ville inclusive, une vingtaine de chercheurs qui travaillent à donner accès à différentes dimensions de la ville aux personnes en situation de handicap. Quand on parle d'intégrer les patients justement dans les démarches, dans les innovations, dans les recherches, pour vous, ça vous parle déjà depuis de nombreuses années. Oui. Les patients experts, c'est des domaines que vous maîtrisez outre-Atlantique. Oui. La pérédance aussi. Le fait d'introduire et en tout cas d'impliquer les patients, leurs familles dans ce qui se passe dans le monde médical qui parfois pourrait paraître totalement abstrait pour nous, grand public, quoi. Exactement. On travaille avec les citoyens en situation de handicap. Vous avez utilisé le mot patient, mais qu'on préfère utiliser le terme citoyen partenaire. Ouais. Ce n'est pas nécessairement des patients. Oui, c'est notre fonds de commerce depuis de nombreuses années. D'accord. Il faut vraiment que vous rapprochiez votre micro de votre bouche. Alors, vous parlez du programme Ville Inclusive, c'est quoi concrètement? Ville Inclusive, c'est, comme je disais tantôt, c'est donner accès à la ville aux citoyens en situation de handicap. Dans différentes dimensions, l'habitat, la mobilité, les loisirs, le travail, donc dans plusieurs dimensions comme celle-là, oui. Vous avez été récupéré par le projet HIT, on vous a ramené dans ce projet, de quelle manière? Comment on est venu vous chercher? Et comment, je vois que ça les fait sourire, alors est-ce qu'il y a une anecdote là-dessus? Enfin, comment on est venu vous chercher? Il y a eu une première visite de Willy 2017, je crois. Il est venu nous rencontrer, peut-être un peu nous espionner, je ne sais pas. Complètement. Et en 2019, il nous a invités à participer à cette grande aventure qui est HIT. Et on contribue de différentes façons, au niveau méthodologique notamment, pour la description du parcours de vie des personnes en situation de handicap. Ouais. Avec des mesures développées chez nous. On apporte quelque chose, mais aussi on vient chercher des connaissances, des façons de travailler, notamment
sur les aides techniques individualisées, sur les indicateurs des retombées de projets comme HIT et PSVI. C'est donnant-donnant. Oui, c'est du donnant-donnant. Parce que vous dites qu'on est venu vous espionner, mais finalement, est-ce que vous en retirez quelque chose de votre venue ici? Oui, tout à fait. Encore, les 2 dernières journées, on a rencontré différentes personnes avec des projets plus particuliers. Et on va ramener certaines idées à la maison et peut-être des collaborations. Il y a des voyages qui sont organisés régulièrement ou dans quelle mesure on fait Lorient-Québec? Au moins une fois par année. On se rencontre et aussi en visio. En tout cas, ça a l'air de plaire à Willy de faire Lorient-Québec parce qu'il a le sourire. Oui, tout à fait. C'est la deuxième rencontre dans le cadre du projet HIT, rencontre internationale. Beaucoup de choses à partager, c'est sûr, beaucoup de collaborations. Si je peux me permettre de citer le Coworkit comme des actions aussi d'innovation qui sont intégrées dans le centre de Carpap. Ouais. En 2 mots, le Coworkit, c'est un centre d'innovation dédié au handicap qui a une couverture nationale. Aujourd'hui, on est content de dire qu'en 3 ans de développement, on accompagne, pour vous donner un chiffre, en 2023, 60 à 80 porteurs de projets qu'on a pu accompagner, qui sont d'un peu partout en France. Ce que l'on dit, c'est d'une idée jusqu'à l'accès au marché. Cette structure-là, elle est très innovante en France déjà par son positionnement. Et c'est juste pour vous donner un exemple de collaboration qu'on va continuer à développer, à exploiter pour le Québec cette fois-ci en retour. Ouais, avec plaisir. Coworkit, justement, on a un rendez-vous ce soir. Oui, merci. Le Coworkit a 2 missions en fait, d'accompagner les porteurs de projets. Et une autre mission, c'est de mettre en visibilité le plus possible les acteurs de la filière Startup Handicap. Et donc une des actions emblématiques, et Anne-Claude pourra développer le Coworkit tout à l'heure, c'est le concours Startup et Handicap. Ce concours-là, il permet de rendre visibles les startups avec des prix pour les lauréats. Il y a quand même 120 startups en France, faut s'imaginer ça. Des entreprises qui prioritairement développent des innovations dans le domaine du handicap en France, quoi. Donc la rendre visible, et puis rendre visible aussi ces enjeux de financement, enjeux de visibilité, enjeux réglementaires. Il y a parfois des contraintes réglementaires qui ne sont pas évidentes à prendre en compte pour des jeunes entreprises qui innovent dans ce domaine-là. Voilà notre deuxième grande mission, on va dire, au Coworkit aujourd'hui. On sera à 18h tout à l'heure, ici même, ça sera en direct sur les réseaux, et puis ici en live pour le public. Vous avez une délégation québécoise actuellement dans les murs du parc des expositions de la Nester? Oui, on est 10 personnes du Québec pour venir découvrir HIT et l'activité d'aujourd'hui. Et pour l'instant, ça se passe bien? Oui, très bien. Vos hôtes sont gentils, ça va? Cool. Eh bien, merci à tous les 4 pour cette première partie. Merci à vous. On rappelle qu'on est là pendant 2 jours du coup sur ce plateau pour des conférences. Elles sont accompagnées du coup par les équipes de HIT. Et on reste avec vous, Céline Laflûte, pour enchaîner pour la deuxième partie de cette matinée. Merci à tous les 3.